Le voyage psychédélique, où est-ce qu'il nous emmène? D'aucuns vous répondront qu'un trip ne vous emmène nulle part ailleurs qu'en prison, qu'une drogue c'est juste une molécule qui fait bugger votre cerveau, que c'est la raison pour laquelle c'est dangereux, que c'est la raison pour laquelle c'est interdit, et que c'est la raison pour laquelle vous feriez mieux de vous remettre au boulot au lieu de réfléchir à des conneries. Mais mon impression le plus souvent, c'est que les gens qui tiennent ce discours sont soit des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience psychédélique, soit qui ne s'en souviennent pas, ou qui tout simplement n'assument pas leur expérience. Si on prend l'ayahuasca par exemple, qui est une substance consommée en groupe, cette substance elle permet aux individus de ce groupe d'expérimenter les mêmes visions, les mêmes perceptions, les mêmes rencontres avec les mêmes entités dans un état de conscience qu'on peut carrément qualifier de télépathique, qui donne l'impression à ce groupe non pas d'avoir ingéré une drogue, mais bien collectivement d'avoir franchi une porte vers un autre espace. Et la plupart des psychonautes qui ont eu cette expérience sont formels, hein. Là où ils sont allés, c'est un espace qui est cohérent, qui est structuré, qui échappe au langage qui nous permet de décrire normalement les choses, mais qui reste réel. C'est un espace dans lequel on peut pénétrer lorsqu'une porte de l'âme veut bien s'ouvrir. Certaines personnes estiment voyager à l'intérieur de leur psyché, d'autres ont l'impression de franchir des portails transdimensionnels vers des mondes extraterrestres, et de toute façon, vu la complexité et l'étrangeté de la chose, il est peu probable qu'on trouve une conclusion qui mette tout le monde d'accord sur le sujet. D'ailleurs, c'est une conversation qui ne date pas d'hier, et au sujet de ces espaces transcendantaux, voici ce que le Bouddha avait à dire. Quand ils te poseront des questions étranges, cherchant à savoir ce que cela est, n'affirme rien et ne nie rien. Toute affirmation est mensongère, et toute négation aussi. Comment quelqu'un peut-il vraiment expliquer la nature de ce qui est s'il n'en a pas eu l'entière révélation? Quand même cette révélation lui aura été faite, quel mot pourra-t-il renvoyer de ce royaume où le véhicule de la parole n'a de chemin sur lequel s'avancer? Donc s'il t'interroge, offre-leur le silence. Le silence est un doigt indiquant la voie. Dans ces quelques lignes, clairement, le Bouddha invite ses disciples à ne pas se perdre, à essayer de définir ce qui ne pourrait pas l'être. Et ce n'est certainement pas moi, profane, qui vais le contredire. Sauf que nous, on n'est pas bouddhistes. Nous, on est des occidentaux, on est de tradition capitaliste, et notre conception du monde tourne essentiellement autour d'un ego qui nous pousse à l'explorer, à le comprendre, et essayer de le maîtriser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, le monde se charge de nous montrer qu'on n'est pas vraiment au niveau. Bref, lorsque l'on part à la recherche de concepts qui pourraient nous aider à comprendre l'expérience psychédélique et l'environnement dans lequel elle nous projette, il est facile de se perdre parmi toutes sortes d'interprétations qui vont du chamanisme aux neurosciences en passant par le conspirationnisme. Mais pour cette vidéo, je vous propose de passer en revue la pensée de Carl Gustav Jung et son concept de l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, c'était un psychologue, un essayiste et un thérapeute aux multiples facettes. De jour, c'était un psychiatre de renom qui participait activement au développement de la psychologie de son époque. Mais une fois la nuit venue, en proie à d'étranges visions, il se transformait en une sorte de moine, retranscrivant ses perceptions apocalyptiques dans son journal de bord. Et c'est cette vision unique alliant le point de vue d'un médecin de haut rang associé à celui d'une sorte d'oracle qui fait la richesse de sa compréhension de la psyché humaine. Petite recontextualisation. L'espace mental dans lequel nous plongent les psychédéliques ne leur est apparemment pas exclusif. Lorsque l'on essaye de le décrire, on s'aperçoit vite qu'il ressemble à une sorte de matrice originelle. Un arrière-monde peuplé d'entités célestes et qui n'est pas sans rappeler les mondes supérieurs décrits par de nombreuses civilisations. Chez les Nordiques, par exemple, cet espace prenait le nom de Valhalla. Les Juifs et les chrétiens l'appellent le Jardin d'Éden, tandis que dans la philosophie chinoise, il répond au nom du Tao. Cet espace constituait pour ces civilisations un guide originel, un socle sur lequel s'appuyer pour se construire, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Il était l'espace duquel on provenait, celui vers lequel on repartait, et celui auquel, tout au long de sa vie, on prêtait allégeance en échange de sa protection. Et puis un jour, Descartes est arrivé et avec lui le siècle des Lumières et la science matérialiste et surtout un amoindrissement significatif de l'activité spirituelle, notamment en Occident. Une ère industrielle est en train de se mettre en marche et bientôt ce seront les hommes qui marcheront à la place de Dieu. Et d'ailleurs, c'est cette ère industrielle qui a vu surgir la pensée nietzschéenne et la célèbre punchline du philosophe « Dieu est mort ».
C'est ça le progrès. Du point de vue de l'ère industrielle, c'est effectivement ça le progrès. Sauf que la puissance technologique libère du temps et de l'espace, et avec eux une déconnexion progressive du rythme naturel, dans lequel vient se nicher un mal-être d'un nouveau genre. Un certain Baudelaire appellera ce phénomène le spleen. Un certain Freud le nommera névrose. Une souffrance psychique agissant comme un poison sur un individu et qu'il convient de soigner. Et la question se pose, comment est-ce qu'on soigne une maladie invisible ? Eh bien la réponse de Freud consiste en une plongée dans l'esprit du malade, par la parole, par l'association d'idées et par l'étude de ses rêves, ce qui lui permettra de mettre en lumière un concept révolutionnaire qui va refaçonner notre perception du monde, l'inconscient. Je vais pas m'étendre 12 000 ans sur la question de l'inconscient freudien, vous le connaissez très probablement. Il a intégré notre culture jusque dans les pages du Figaro Madame à Maman, qui ne manque jamais d'embaucher un psy pour nous refourguer du complexe d'Oedipe et du refoulement à toutes les sauces. Parce que c'est peu dire qu'en nommant l'inconscient, Freud a ouvert une porte révolutionnaire, qui malgré les résistances qu'elle a rencontrées dans un premier temps, comme à peu près tout ce qui est révolutionnaire en fait, a aussi emmené dans son sillage tout un panel de médecins, de psychiatres et de thérapeutes en quête de l'intégration de ces nouvelles données. Et parmi ces individus, Freud va rapidement faire la connaissance de celui qui sera dans un premier temps son disciple, puis son fils spirituel, celui par lequel il espérait voir la psychanalyse se propager hors de son sérail juif originel, celui avec lequel il finira par se déchirer, j'ai nommé Carl Gustav Jung. En très très gros, l'histoire de Jung se situe dans la droite continuité de celle initiée par Freud. Suite à la découverte de l'inconscient, Freud développe une technique qu'il appelle la psychanalyse, l'étude d'un patient dans sa partie consciente comme dans sa partie inconsciente. L'inconscient freudien, il perçoit la psyché humaine en 3 grosses parties fondamentales. La première, c'est le moi, la partie consciente d'un être, celle par laquelle on se définit et que nous représenterons ici comme une maison. Vient ensuite la seconde partie, le surmoi, que nous représenterons ici comme une cage d'escalier. Le surmoi, c'est une sorte de flic, le gardien de l'ordre de la psyché d'un individu. Lorsqu'un élément psychique est validé par le surmoi, il est intégré dans le moi comme une partie constitutive de celui-ci. En revanche, lorsqu'il n'est pas reconnu comme tel, il est envoyé dans le ça. Le ça, c'est la partie inconsciente d'un individu, le sous-sol de la psyché qui accueille les éléments refoulés par le moi et le surmoi. Et il arrive parfois que ce sous-sol, sous la pression trop importante d'éléments refoulés, laisse échapper un acte manqué, un rêve lourd de sens, un lapsus révélateur qui déborde pour venir dégueulasser la moquette du salon. Bref, les éléments caractéristiques de ce que l'on appelle une névrose. Fait important chez Freud. Pour lui, dans à peu près 90% des cas, les éléments névrotiques proviennent d'un seul et même sujet, le cul, le cul, le cul et encore le cul. Bref, jusque-là, pas de problème, les deux hommes s'adorent et se challengent mutuellement. Jung voit dans Freud son père spirituel, Freud voit dans Jung son digne successeur, capable de prolonger sa vision de la psychanalyse après sa mort. Et c'est là que ça va commencer à sentir le pâté. Parce que Jung, sans doute à cause de ses conceptions chrétiennes et de son rapport compliqué à la hiérarchie, va progressivement remettre en question les bases de l'inconscient tel que le comprend Freud. Il manifeste rapidement 2 intuitions. La première, c'est que tout ne peut pas être résumé à la sexualité, un sujet tabou dans la société viennoise du 19e siècle, qui a d'autant plus de chances de ressurgir sous la forme d'une névrose, mais qui ne peut pas être à l'origine de 100% des névroses de l'espèce humaine. La seconde intuition de Jung, c'est que cet inconscient décrit par Freud n'est en réalité qu'une première strate individuelle, qui nous emmène vers un espace inconscient plus grand encore. Une sorte d'arrière-monde dans lequel naissent les rêves, les symboles, les mythologies, et aux confins duquel se trouve la source de l'esprit humain. Il nomme cet espace l'inconscient collectif. Et à partir de là, on a 2 visions qui s'opposent. D'un côté, la vision freudienne, qui tend à penser l'inconscient comme le réceptacle de tous les éléments psychiques refoulés par un individu. Et de l'autre, la vision jungienne, qui tend à penser l'inconscient non pas comme un réceptacle, mais comme la source originelle de toutes les individualités, et dont le réceptacle freudien ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Il est important à ce stade de comprendre que pour son étude, Freud s'est concentré essentiellement sur une certaine partie de la société viennoise du 19e siècle. Jung, quant à lui, a étendu les bases de l'inconscient posées par Freud à de nombreux groupes humains dans des époques très différentes. Il n'est pas rare de le voir juxtaposer dans ses écrits, par exemple, les peuples primitifs africains aux alchimistes européens du Moyen-Âge, ou bien la pratique du tantra à la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que pour Jung, l'inconscient collectif est une structure commune à tous les humains, peu importe le groupe, le lieu ou l'époque à laquelle ils se soient trouvés.
Et dans cet inconscient collectif, Jung décrit de grandes structures qu'il nomme les archétypes. Qu'est-ce que c'est un archétype? Pour les décrire, je me suis permis de paraphraser Jordan Peterson, tout simplement parce qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, je ne suis pas foutu de produire une explication qui arrive à la cheville de la sienne. Qu'est-ce qui est plus ancien? Toi ou la colère? De façon évidente, la colère, tout comme le désir, la tristesse ou l'allégresse, sont des constituantes élémentaires de la psyché humaine, évidemment plus anciennes que n'importe quel humain actuellement en vie sur Terre. Eh bien la colère, par exemple, cet élément tout aussi réel qu'intangible, a pris dans l'Égypte antique la forme de Seth, le dieu de la guerre. Et ces petits papillons qu'on a dans le ventre quand on voit la personne dont on est amoureux, eh bien chez les Grecs, ils ont pris la forme d'Aphrodite, déesse de l'amour. Les archétypes ne sont pas directement observables, on ne peut pas les trouver dans le monde physique, ils ne sont en aucune façon mesurables et pourtant il suffit d'être humain pour les avoir expérimentés et reconnaître leur existence sous des formes et des symboles extrêmement variés. Les Grecs parlaient d'Aphrodite, la science moderne parle de dopamine et d'oxytocine. Les Égyptiens parlaient de Seth, la science répond testostérone et cortisol. Les âges, les civilisations, les symboles changent. L'entité, elle, reste identique. C'est ça, un archétype. Et c'est à partir de cette compréhension-là que Jung devient assez vertigineux, potentiellement subversif et aussi plébiscité par une grande partie de la communauté psychédélique. Son modèle des archétypes suggère des forces supérieures, occultes, auxquelles est inféodée la psyché humaine, et qui ne sont finalement pas très éloignées des divinités que l'ère matérialiste a préféré évincer. Son modèle de l'inconscient collectif, lui, suggère des interconnexions entre des strates souterraines de l'inconscient et leurs manifestations occasionnelles dans le monde matériel. Ces fameuses synchronicités, coïncidences troublantes, ces heureux hasards qui n'en sont pas vraiment, remplis de sens pour qui les expérimente et qui pourtant échappent à la relation de cause à effet chérie par le réductionnisme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, semblent dire ses détracteurs. Parce que sans même parler du fait que admettre ce modèle contraindrait la psychanalyse à se repenser dans ses fondements aussitôt dans son existence, il ouvre par sa structure même la légitimité à tout un pan de compréhension du monde que l'ère matérialiste avait préféré jusqu'ici balancer à la poubelle. Dans son étude, Jung semble placer côte à côte, sans le moindre sens des hiérarchies, des conceptions aussi différentes que le bouddhisme, l'alchimie, le christianisme, la radioactivité, les chamans et la sorcellerie comme autant de manifestations d'une même intention de départ. Par exemple, le concept de possession démoniaque et la névrose sont en réalité deux façons différentes de parler de la même chose. Et de la même manière, lorsqu'en Europe on trouve des scientifiques qui analysent l'ADN humain pour clarifier l'histoire de son évolution, dans l'Amazonie on trouve des chamans qui avalent des décoctions qui leur permettent de communiquer avec leurs ancêtres. L'observation que fait Jung, c'est que le chemin vers la connaissance peut prendre plusieurs formes. L'approche matérialiste produit de la précision et de la clarté, mais l'approche spirituelle, elle, produit du sens et elle stimule l'imaginaire. C'est cette conclusion qui le pousse à considérer avec une attention équivalente l'ensemble des compréhensions du monde, des plus pragmatiques aux plus métaphysiques. Mais ça, Freud ne peut pas l'accepter. Les pistes abordées par Jung sont trop sensibles pour être associées à la psychanalyse qui est déjà sous le feu nourri de son opposition. Aborder ce genre de sujet comme Jung semble souhaiter le faire serait pour Freud un acte suicidaire. D'ailleurs, quelques années avant leur séparation, Freud dans ces termes exhortait Jung à ne pas nager dans les boues de l'occultisme. Et malheureusement pour leur relation, en s'ouvrant à ce modèle, c'est précisément ce que Jung était en train de faire. On a tué Dieu en fait. Pourquoi vouloir le ressusciter ? Semble demander Freud. Eh bien simplement parce que du point de vue de Jung, en ne s'attelant qu'à une perspective matérialiste et pragmatique du monde, on fait abstraction de forces certes invisibles mais qui existent quand même, et qui si on n'y prête pas l'attention, pourraient un jour se retourner contre nous. Et c'est là que surgit l'archétype de l'ombre. L'ombre, au sens jungien du terme, ressemble un petit peu au ça de l'inconscient freudien, mais en différent quand même. En s'assimilant à une individualité séparée du reste du monde plutôt qu'à une fraction d'une source originelle, il se crée chez l'individu une dualité, une séparation entre ce qu'il reconnaît comme faisant partie de lui et ce qu'il rejette. Et ce qu'il rejette, c'est cette ombre, qui a une fâcheuse tendance à se projeter sur des corps extérieurs. Vous voulez un exemple ? Ça, c'est Patrick. Patrick est un mec qui a beaucoup d'amis mais qui ne fait pas l'unanimité parmi ses relations. Par exemple, Pierrick le trouve hyper marrant, hyper sympa, et il trouve qu'il crée de très belles relations avec les femmes. Sauf que moi, je ne peux pas piffrer Patrick. Je trouve qu'il court après l'attention des autres, que ses blagues sont nazes et qu'il a l'air de vouloir violer tout ce qui bouge. Qui a raison ? Est-ce que Patrick est vraiment un mec sympa ? Est-ce que c'est un parasite en quête d'attention ? Les deux ?
Aucun des deux? Qui est vraiment Patrick? À cette question, Jung me répond à moi qui ne peut pas piffrer Patrick, qu'il n'est en réalité qu'une façade sur laquelle je projette tout ce que je n'assume pas en moi. Et c'est con pour moi en fait, plus que pour Patrick. Parce qu'en projetant sur lui des ombres qui sont en réalité dissimulées en moi, je reste un être divisé, je ne me laisse pas l'opportunité de devenir l'intégralité de ce que je pourrais être. Je reste donc un petit moi, un petit ego de surface, alors qu'en acceptant de plonger dans mon ombre, je pourrais accéder à la source de mon individualité. Cette version complète, Jung l'appelle le soi, par opposition à l'ego. Elle est la version unifiée, indivisible d'une personne qui a laissé se dissoudre cet ego, qui a plongé au travers de son ombre pour l'assimiler, qui a fait la rencontre des archétypes qui l'habitent et dont il a reconnu le pouvoir. Et au terme de ce voyage, il fait la rencontre du soi, le centre de lui-même, dans un modèle qui ne manque pas de faire écho à la structure de l'inconscient collectif dont je vous parlais un peu plus tôt. Voici pour ces quelques fondamentaux de l'inconscient collectif qui, vous l'aurez probablement remarqué, ne sont pas rentrés dans la sphère publique avec le même aplomb que les théories freudiennes de l'inconscient. Mais comme vous avez sans doute pu le constater, on a abordé des concepts assez compliqués qui méritent un petit peu de digestion à mon avis avant de passer à la suite. C'est donc la fin de cette première partie et la prochaine abordera la place de l'inconscient collectif de Jung dans la sphère publique ainsi que son avis sur les substances psychédéliques. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette page si le sujet vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!